a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour. D'abord, je souhaiterais te remercier pour, la qualité du contenu que tu proposes et vraiment les propos passionnants de, tes invités et les interrogations que tu soulèves. Je trouve que ça, nous aide vraiment à nous questionner sur notre parentalité et à donner le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants et je voulais aussi te remercier pour, heu, toute ta lutte, contre les violences, sexistes et sexuelles et contre, les violences non éducatives. Je voulais revenir, je sais que ça a déjà été fait, hein, très récemment, sur la question du sommeil. Bien vu que tu avais répondu, à une auditrice, qui parlait de parent bashing et enfin, je trouve que c'est vraiment le «nerf de la guerre» entre guillemets, un des nerfs de la guerre en tout cas, la question du sommeil et la question de que faire, pour, aider nos enfants à dormir, et dormir nous-mêmes. Sachant qu'on sait aujourd'hui que le manque de sommeil, c'est une des causes de la dépression du postpartum et que ça dégrade, considérablement, en tout cas ça peut dégrader la qualité des relations au sein de la famille, de la relation avec l'enfant quand on manque, cruellement de sommeil et qu'on devient irritable. La relation de couple aussi quand, voilà, on dort avec, son enfant, quand l'enfant, vient dans le lit ou se réveille et cetera, voilà, ça peut créer des tensions. Hem et en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que, hem, on pourquoi est-ce qu'on considère qu'on peut frustrer l'enfant sur certaines choses? Par exemple, bah, pour des questions, voilà, de comme tu l'as déjà dit, de santé, de sécurité. On peut frustrer l'enfant qui va vouloir faire certaines choses et on peut lui dire: «Bah, non», dans la bienveillance, bien sûr, «Non, là, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas bon pour ta santé et là, moi, je te mets une limite». Et je décide que là, ce n'est plus le moment de lire une histoire, ce n'est pas le moment d'aller au parc, ce n'est pas le moment de tu n'as pas le droit de manger telle chose, tu n'as pas le droit de toucher tel objet, dangereux. Et pourquoi est-ce que c'est si diabolisé de considérer qu'on peut, dans la bienveillance, dire à son enfant: «Là, maintenant, c'est le moment d'aller se coucher et tu vas aller te coucher dans ton lit et tu as le droit, d'exprimer ton mécontentement, mais pour ta santé, pour ton bien-être, heu, c'est maintenant qu'on va se coucher et je vais t'accompagner, je vais t'aider à t'endormir, mais voilà, ce qui va se passer, c'est ça maintenant», comme on peut le faire pour un vaccin et cetera et cetera et pourquoi est-ce que, il y a une telle diabolisation du sleep training? Maintenant, j'ai l'impression que ça peut être fait de plein de façons différentes, mais quand c'est fait vraiment avec bienveillance et pas en laissant l'enfant pleurer seul, mais en accompagnant ses émotions comme on peut le faire pour plein d'autres, sujets, pourquoi est-ce que c'est si mal, en fait, finalement? Quand on constate, j'ai l'impression, qu'il y a vraiment des effets bénéfiques à cette pratique. Sachant que bien sûr, ça doit être fait avec dans un ensemble de mesures, comme, tout ce qui est température de la chambre, ne pas surstimuler l'enfant, enfin il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place. Mais il y a aussi, je pense, cet accueil des émotions. Quand l'enfant, voilà, refuse de se séparer du parent, comme il peut refuser de se séparer du parent quand, on va travailler ou quand on va sortir voir ses amis, par exemple. Bah, là, voilà, l'enfant, il peut refuser de se séparer du parent et pourtant, là, on va lui expliquer et on va quand même se séparer de lui. Mais quand c'est le sommeil, j'ai l'impression qu'on maltraite son enfant en lui disant, «Nous allons nous séparer pour, la nuit, et parce que c'est le moment de dormir».
Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur cette question, qui me génère de nombreux doutes en moi et pourtant j'ai l'impression que c'est un passage qui est parfois nécessaire et qui, pour ma part, a été très bénéfique, pour le sommeil de mes enfants. Merci de m'avoir écoutée et j'espère, que je pourrai avoir ton avis sur la question. Au revoir. Salut Nina, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour ton soutien, merci pour cette question. Alors, pour être transparent avec toi, c'est la 4e réponse que j'enregistre parce que je trouve que la question est pas évidente et du coup j'avais voulu commencer à répondre une première fois où j'ai enregistré 3 fois d'affilée et où ça m'allait pas et où je me suis dit attends, je vais prendre le temps, donc ça c'était il y a 3 jours. Et j'ai compris ce qui m'embête le plus dans la question, c'est que je sais pas en fait de quoi on se parle exactement. Voilà. Donc je vais cadrer ma réponse du coup. Parce qu'en fait, dans la question sur, si tu veux, sur le sleep training, sur le sujet du sommeil et tout, il y a. En fait, on se parle de quel âge, on se parle de quelle méthode. Alors, tu as précisé que c'était pas laisser bébé pleurer et tout. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des méthodologies en tout cas, qui posent problème là-dessus, et ce dont il est question dans l'épisode dont on a pu parler avec Audrey, ce sont ces méthodologies-là. Mais aussi, potentiellement, le fait de vouloir faire du sleep training à des âges où, ma foi, en fait, c'est juste pas le sujet, quoi. Donc, il y a vraiment cette question-là, moi, qui m'a interpellé, cet aspect-là, si tu veux, dans ta question, qui m'a interpellé, c'est on se parle de quoi précisément. Alors, et c'est toujours des sujets difficiles parce que c'est pas évident de comment dire, de tenir des propos. Donc, tu me demandais mon avis personnel, donc je vais le donner. Mais attention, du coup, je vais préciser en amont que c'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui ne va pas dans mon avis personnel que vous êtes un mauvais parent ou vous avez fait le mauvais choix. Le meilleur choix qu'on peut faire, c'est celui qui convient à tout le monde dans la maison. Et c'est pour ça que souvent, moi je remets en question les sujets de sleep training, parce que quand on voit le nombre de témoignages de parents qui disent « mon bébé était en train de pleurer et moi j'étais aussi en train de pleurer derrière la porte ou dans mon lit », j'ai pas l'impression que ce soit un choix qui convienne à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Si tu veux, donc voilà, par rapport à mon avis, à ce que nous on a connu et tout, pour moi, le sujet, notamment sur les premiers mois de vie, c'est... encore une fois, on remet toujours le sujet sur une sphère individuelle, de qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais on a tendance à oublier le sujet collectif. C'est que, tu vois, par exemple, les premiers mois de vie du bébé, oui, on sait qu'on va avoir un sommeil de merde, on sait tout ça. Maintenant, est-ce que ce qu'on doit faire, c'est rejeter la faute sur l'enfant, qui est pas foutu de dormir comme la société et le monde du travail attendraient qu'il dorme, ou est-ce qu'on a en droit de réfléchir et de se dire, mais en fait, on voit bien qu'il y a un sujet qui ne va pas dans le sens de la physiologie des enfants qu'on fait naître, puisqu'on nous demande de réarmer démographiquement le pays, mais peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à dans quelles conditions est-ce qu'on doit faire ce réarmement, et si on doit le faire, soit dit en passant, mais bref. Et moi, c'est ça, si tu veux, que je veux interroger. C'est, ok, est-ce que quand on arrive à faire du sleep training sur les premières semaines, les premiers mois de vie, est-ce que si on avait 6 mois de congé paternité, maternité, parentale, de naissance comme on veut, mais en tout cas, je sais pas, 6 à 12 mois correctement rémunérés, où on pourrait vraiment prendre le temps, juste avec notre enfant, se caler nous sur le rythme de notre enfant, est-ce qu'on aurait ces mêmes difficultés ? Bien entendu qu'il y a des gens qui les auraient, et bien entendu que ces gens-là ne doivent pas être jugés non plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au niveau de la société, parce qu'aujourd'hui le message qu'on passe c'est que l'enfant doit dormir au rythme attendu par la société de productiviste et capitaliste, est-ce qu'on ne doit pas questionner ça d'abord ? Moi je pense que oui. Voilà. Donc, mon avis à moi, c'est que on pose les questions sur des individualités, et souvent en remettant en question la place de l'enfant et la place de la physiologie de l'enfant qui n'est pas pensée. Là, je parle pour les premiers mois de vie. Enfin, en tout cas, au moins la première année de vie, puisqu'il y a des sujets de sommeil circadien qui se posent et tout, etc. Et pour moi, le sujet, il est avant tout social et politique. Voilà. Ensuite,
pour les individualités, ma foi, j'ai envie de dire, dans l'état globalement que la société propose, de ce que la société propose aux parents dans ces premiers mois de vie, que chacun, chacune fasse bien comme ils ou elles peuvent. Maintenant, je pense que ça serait quand même bien de faire évoluer les discours, notamment chez les pédiatres et tout, de dire que voilà, quand on entend encore aujourd'hui que laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons, etc. Je sais que c'est pas ton propos, hein, je précise. Je sais que c'est pas ce que tu soulignais comme accompagnement, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui existe aujourd'hui. Et je pense que ça, on peut le faire évoluer. Et qu'à titre individuel, on a le droit de demander à nos pros de santé ou personnes accompagnantes de dire non, en fait, je veux qu'on arrive à accompagner son sommeil, mais dans le respect aussi de sa physiologie. Donc voilà, et voir ce qu'il est possible de faire. Ça, c'était pour cadrer encore une fois le propos, puisque on ne sait pas de quel âge on se parle. Bon, maintenant, si je prends en considération le fait que tu as l'air de parler d'âge peut-être plus élevé, puisque tu parles de pouvoir expliquer à l'enfant, donc il faut aussi que l'enfant soit en capacité d'interagir, donc peut-être vers 2, 3, 4 ans. Nous, en fait, à la maison, comment ça s'est passé? Je le rappelle, Sarah, elle a dormi avec nous en cododo jusqu'à ses 2 ans et demi. C'est elle qui a choisi de quitter la chambre commune et de partir dans sa chambre. Et ensuite, on l'endormait le soir. On restait avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce qui était assez facile par moment et beaucoup plus difficile à d'autres moments, notamment quand on était fatigué, parce qu'on vivait ce fameux moment où, si tu veux, nous, Sarah, elle s'endormait vers 19h30, entre 19h30 et 20h. Et en fait, des fois, tu t'endors aussi, quoi, tout simplement. Tu t'endors aussi, tu te réveilles, il est 23h, t'as plus envie de dormir jusqu'à 2h du mat, sauf qu'après, il faut se lever à 7h ou 6h30, et enfin voilà, c'est compliqué. Et c'est vrai que du coup, le format IEF m'allait très bien aussi là-dessus parce que je pouvais me reposer dans la journée. Et c'est qu'à 5 ans, c'est à 5 ans qu'elle a, donc avant d'être scolarisée, hein, c'est à 5 ans qu'elle est passée sur du sommeil, sur l'endormissement autonome, où ça s'est fait d'une façon assez fluide, puisque elle voulait dormir avec son lit en format mezzanine, parce que nous on a un lit qui se retourne, j'ai fait un épisode là-dessus, un épisode réponse là-dessus, je vous laisse l'écouter. Et du coup ça s'est fait de manière assez fluide. Maintenant, par rapport à ce que tu évoques, cela n'empêche pas que, bien entendu, qu'on s'est heurté aux mêmes problématiques, je pense que tout le monde, c'est-à-dire non mais là je veux pas rester tout seul, non mais là vous allez être dans le salon. Et en fait c'est pareil, si tu veux, on a une règle générale, on a un cadre général qui est non mais là c'est l'heure de dormir ma chérie, là c'est l'heure de dormir. Et on lui a jamais menti, on lui a déjà dit mais nous en fait là soit on est fatigué, nous aussi on va dormir, là c'est non nous en fait on va faire autre chose, mais là pour toi c'est l'heure de dormir parce que demain tu te lèves tôt et tout. Et la scolarisation aussi bien entendu, ça vient imposer ce rythme là, tout comme le monde du travail. Et si tu veux, bien entendu qu'on peut expliquer, qu'on peut dire non en fait ça va se passer comme ça, mais si tu veux je peux t'accompagner, on peut faire une histoire où en effet comme tu dis le temps de l'histoire est terminé, voilà maintenant c'est le temps de dormir. Nous les soirs problématiques franchement ça reste très épisodique. On a eu une petite remise à niveau qu'il a fallu faire parce que une des grand-mères lui avait dit que la nuit, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent rentrer dans la maison, alors que toi tu lui as répété pendant des mois et des mois qu'elle est en sécurité dans la maison, avec les parents, ou même sans les parents, quand c'est d'autres personnes qui la gardent, etc. Et que ça s'était ancré, et que tout à coup, quelqu'un arrive et te défonce tout en disant « non, en fait, tu sais, dans la maison, t'es pas forcément en sécurité. » Merci mamie, hein. Et si tu veux, là il a fallu refaire le travail. Ma chérie était en sécurité, elle avait très peur. Mais en même temps, si tu veux, moi ce que je constate, c'est que il faut, je pense, et c'est la grande difficulté, il faut réussir à penser sur le long terme. C'est est-ce que, bien sûr qu'on aurait pu fermer la porte, tu dire maintenant maintenant tu dors et puis c'est tout, et tu vas pleurer et tout, machin. Et c'est pas cool. Et on a pris le temps d'accompagner ça. D'ailleurs, elle a passé 2 semaines, je crois, où elle a redormi la porte ouverte, alors qu'elle nous l'avait jamais fait avant, tu vois, par exemple, où elle a dormi la porte ouverte alors qu'elle n'a jamais fait avant, à part en vacances, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Et si tu veux, on va être... on a accompagné ça, ça a duré 2 semaines, et puis c'est parti. Et je pense que si on n'avait pas accompagné ça comme ça, je pense que si on avait été dans la rudesse de lui dire tant pis, je m'en fous, tu te débrouilles,
on a pu avancer tranquillement. Et bien entendu, pendant ces 2 semaines, en fait, comme elle s'endormait plus tard, parce qu'elle avait la porte ouverte, et donc elle voyait plus les lumières, les sons et tout, elle s'endormait plus tard, du coup elle dormait moins bien, du coup c'était plus compliqué pour elle la journée, elle faisait plus de crises, etc. Et bien entendu qu'on a pris le temps de lui expliquer, t'as vu ma chérie, c'est plus difficile depuis quelques temps là, hein, t'as vu, c'est parce que aussi, est-ce que le soir, est-ce qu'on s'endort bien, etc. Et, euh, et voilà, donc nous c'est les choix qu'on a fait. Mais en attendant, si tu veux, ça n'empêche pas de lui dire, en fait, ça va être comme ça, et puis c'est tout. Et en même temps aussi, ça n'empêche pas les soirs où il n'y a pas école, notamment le lendemain, quand on a envie de faire des trucs, tu vois, on va regarder la finale de handball ensemble, ou on va partir, il y a une soirée quelque part, ou quoi, on va faire quelque chose. Mais ça n'empêche pas aussi de casser les codes. Par contre, je pense qu'il faut juste avoir conscience que la journée du lendemain va être potentiellement plus compliqué parce que si l'enfant se réveille à la même heure mais qui s'est couché 3 heures plus tard, il n'y a pas le même sommeil y a pas le même sommeil qui est donné, et donc il n'y a pas les mêmes ressources qui sont disponibles comme nous. Et ça me semble important de se rappeler de ça. Pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler de ça nous en tant qu'adultes? C'est parce qu'en fait c'est sur nous que la responsabilité repose, la responsabilité de la relation, de la qualité de la relation, et que tous ces paramètres-là sont à prendre en compte. Donc, est-ce que ce que je viens de décrire, c'est du sleep training? Je ne sais pas. Moi, c'est pas la définition que je mets dessus. Moi, j'appelle plutôt ça de l'accompagnement au sommeil. Voilà, le sleep training, pour moi, c'est vraiment des méthodologies qui visent à faire dormir les bébés à des moments où c'est pas forcément prévu pour eux, pour elles. Voilà. Donc c'était aussi la difficulté de mes différents échecs de réponse, et je sais même pas si ça là sera la mieux, mais en tout cas, c'est ce qui me vient, de ce que je dis. Euh, est-ce que c'est ça la bonne définition? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'inspire. Euh, et le dernier point aussi, bien entendu, c'est qu'il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place et qui sont connues, c'est les routines, le fait d'avoir un éclairage plus faible le soir, et bien entendu que c'est plus compliqué en été. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Mais vraiment, moi, pour moi, le sujet, encore une fois, c'est qu'on est là à pointer du doigt des parents, mais le propos d'Audrey. Et le propos d'Audrey, qui était dans l'épisode de tout début, qui a entraîné la première réponse avant celle-là, le propos d'Audrey, c'était avant tout de repenser la société qu'on propose aux parents et donc aux enfants, et dans laquelle on évolue. Et comment est-ce que le besoin physiologique de l'enfant est pris en compte par rapport notamment aux autres besoins physiologiques. Parce que le besoin du sommeil, en fait, c'est pas un sujet. Et je vais te dire un truc, ça se reproduit aussi chez l'adulte. Moi, il y a plein de fois, on m'a dit, tu vois, moi j'ai un problème de sommeil, je fais de l'apnée. Et en fait, c'est tellement mal géré que j'étais en errance médicale pendant 10 ans, que j'ai vu plusieurs spécialistes avant de tomber sur les bonnes personnes qui ont été compétentes et capables d'écouter ce que j'avais à dire. Sauf que ça, nos enfants, tu vois, par exemple, ils sont pas capables forcément de nous dire, moi j'ai un sujet. Et le sommeil, c'est vraiment le sujet de physiologie de l'être humain qu'on traite pas comme les autres. Tu vois. Audrey fait le parallèle avec la nourriture, et je suis assez d'accord avec elle. Demain, ton enfant... alors, j'imagine un truc, ce que je vais dire n'existe pas, mais je sais pas, imagine demain, ton enfant, il a une carence XY, et il faut qu'il mange des légumes verts. Est-ce qu'on va considérer que c'est plus efficace, sachant qu'on connaît la réponse, mais que c'est plus efficace de le forcer à manger des légumes verts en lui ouvrant la bouche, en lui disant tiens, et puis si tu pleures, tant pis? Ou est-ce qu'on va se dire, je vais peut-être essayer de trouver une gamification avec des plateaux ludiques qui font des petits parcours, je vais essayer de mettre des légumes verts dans des galettes, d'essayer de faire des formes, voilà, essayer d'accompagner le truc du mieux que je peux, parce qu'en fait c'est rigolo ni pour lui ni pour moi. Et donc on va essayer de rendre ça le plus agréable possible, toujours aussi en faisant participer l'enfant. Ça, moi, c'est aussi un truc, si tu veux, pour finir sur le sleep training et pour finir cette réponse, c'est aussi un truc qui m'interpelle beaucoup dans les sujets de sleep training que je peux voir passer sur les réseaux ou quoi, c'est que en fait, on ne laisse pas participer l'enfant. C'est aussi pour ça que je te parlais de la notion d'âge, parce qu'en fait, nous, Sarah, si tu veux, son endormissement autonome, il s'est bien passé parce qu'elle a participé, j'en suis convaincu, mais vraiment. C'est parce que ça partait d'un besoin pour elle de vouloir dormir avec un lit en hauteur, que nous, on a pu lui expliquer, si tu veux dormir avec un lit en hauteur, ma chérie, on pourra plus, en fait, être avec toi dans le lit. Et que ensuite on a mis en place, ok, si on arrive à faire 10 nuits d'affilée, on retourne le lit, tu vois, on garde le lit retourné, et on part là-dessus. Et donc on a mis en place ça, tu vois, qui est quand même aussi un renforcement positif, sans forcément récompense, tu vois, il n'y a pas de petit cadeau bout, mais en tout cas il y avait, ok, on respecte cette mise en place, si ça fonctionne. Et ça a fonctionné comme ça.
Et ça veut pas dire que ce choix n'est jamais remis en question. Elle a déjà passé des nuits avec nous, notamment quand elle est malade ou quoi, tu vois. Il faut pas non plus, je pense, tomber dans une certaine vision stricte et rigide de toute notre vie. C'est un peu triste, je trouve. Mais ça, encore une fois, c'est un avis personnel. Mais je pense, voilà, que c'est aussi quelle place on fait à l'enfant, à sa participation. Mais encore une fois, ça dépend de l'âge, de tout ça. Voilà, donc du coup, c'était une réponse un peu longue, parce que je savais pas trop sur quoi répondre. Mais voilà, n'hésite pas, si jamais tu veux qu'on en reparle sur un sujet plus précis, avec un âge plus précis ou quoi, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ta question, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.